Tu te demandes probablement comment on fait pour se lancer dans un investissement immobilier quand on part de zéro et qu'on rentre à peine dans la vie active. Tu vas voir que c'est tout à fait possible. Dans cette vidéo, j'ai prévu de t'expliquer comment j'ai fait en détail pour acheter un premier appartement rentable à 61 000 € dans un quartier agréable d'une ville de taille moyenne. On va voir ensemble les différentes étapes par lesquelles je suis passée, de la lecture des annonces à la signature de l'acte authentique, en passant par les visites et la recherche de financement. Moi, c'est Caroline, j'ai 24 ans et j'ai décidé de lancer cette aventure YouTube avec vous pour vous parler d'investissement, donc non seulement d'immobilier, mais aussi de différents supports et de gestion de patrimoine en général. J'espère que cette vidéo pourra en inspirer, voire en aider certains à se lancer dans les investissements immobiliers, en tout cas c'est mon objectif. Et vu que c'est la première vidéo de la chaîne, surtout n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires sur les points que je pourrais améliorer à l'avenir pour les prochaines vidéos. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à me présenter pour que vous sachiez rapidement qui je suis. J'ai fait 5 ans d'études pour devenir ingénieur paysagiste et maintenant ça fait 2 ans que je travaille. J'ai acheté mon premier appartement avec mon compagnon qui aujourd'hui est devenu mon conjoint puisqu'on a décidé de se marier l'été dernier en plein milieu des travaux qu'on réalisait pour l'appartement en question. Si je vous parle de tout ça, c'est surtout pour vous montrer qu'on peut très bien se lancer dans l'immobilier sans forcément avoir un gros bagage en finance ou en droit de l'immobilier. Pour tout vous dire, à un moment donné dans ma vie, j'ai réalisé que j'étais pas vraiment destinée à une carrière longue, c'est-à-dire à travailler en tant que salarié pendant 40 à 45 ans. Disons que c'est pas ce qui me motive le plus. Et je pense sincèrement qu'on est de plus en plus nombreux à avoir ces réflexions et que peut-être c'est générationnel. Franchement, j'aime mon métier, j'adore ce que je fais, mais j'ai aussi envie de profiter de ma vie, de voyager, de découvrir le monde, et pour ça, il faut de l'argent, mais surtout du temps. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de me former moi-même en investissement pour atteindre une espèce de liberté financière. Alors par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai pas du tout dit que je souhaitais arrêter de travailler, bien au contraire, j'ai juste envie de revoir un petit peu la relation que j'entretiens avec le travail. De manière générale, quand on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens, et surtout quand ce quelque chose implique de sortir un peu des sentiers battus, c'est-à-dire de la voie traditionnelle qu'on nous impose à la sortie de nos études, qui est du coup cette voie de salarié jusqu'à la retraite. Atteindre la liberté financière, c'est pas aussi simple que certains vendeurs de rêves sur le net peuvent nous faire croire, même si je pense que c'est pas impossible avec un peu de travail et surtout beaucoup de motivation. Sans trop de transition, je vais commencer avec la première étape du processus d'achat immobilier qui est de se former en immobilier. Cette étape peut prendre plus ou moins de temps en fonction de si vous avez déjà des connaissances en immobilier ou pas. Moi, il faut savoir que du coup, j'ai pas fait d'études là-dedans et j'avais pas non plus de famille qui était spécialisée en immobilier, donc cette étape était peut-être un petit peu plus longue pour moi. J'ai commencé à me former en regardant tout simplement des vidéos YouTube puisque cette plateforme est une mine d'or d'informations et vraiment du coup, je remercie tous les créateurs de contenu pour leur partage. Je pense qu'il y a quand même quelques notions à avoir en tête avant de se lancer dans un processus d'achat immobilier, c'est-à-dire comment se passe une transaction immobilière, combien de temps ça dure, quels sont les éléments à regarder lors d'une visite, comment estimer la rentabilité d'un bien immobilier, etc. Je pense aussi que c'est important de se renseigner sur tout ce qui est la fiscalité, notamment est-ce qu'on a envie de louer un bien en location nue ou en location meublée. Je pense que tout ça, voilà, c'est des paramètres à prendre en compte bien en amont. Retiens vraiment qu'on peut se former avec YouTube gratuitement ou alors en utilisant des sites gratuits, notamment les sites de l'État comme économie.gouv ou servicepublic.fr qui sont vraiment, je pense, des sites très bien faits pour apprendre. À un moment donné, j'ai quand même décidé d'investir dans des livres et j'en ai notamment trouvé un qui m'a vraiment aidé à me lancer et qui récapitule un petit peu tous les points que j'ai évoqués précédemment. Pour moi, se former en immobilier, c'est vraiment indispensable pour prendre confiance en soi et surtout pas se lancer dans le vide complet, dans quelque chose qu'on connaît pas. Pour te donner un peu une idée du temps que ça m'a pris, je dirais 6 à 8 mois le temps d'approfondir certains concepts. Sachant du coup qu'en parallèle de l'immobilier, je me formais aussi à d'autres supports d'investissement puisqu'on dit toujours que de manière générale, il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier et cette phrase s'applique particulièrement bien à tout ce qui touche aux investissements. Si on dit ça, c'est surtout pour limiter le risque et c'est pour ça que j'ai décidé de me former sur tous les fronts en même temps. Je voulais aussi vous dire ici qu'on a souvent l'impression qu'on n'est pas encore prêt, qu'il faut qu'on en apprenne plus, que c'est pas le bon moment pour investir, etc. En fait, tout ça, ce sont pour moi plus des mauvaises excuses qui vous empêchent de sauter le pas. Et je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer. Franchement, le meilleur apprentissage que j'ai pu avoir en immobilier, c'est l'expérience de mon premier achat. En fait, j'ai surtout réalisé qu'il y a beaucoup de choses qui ne s'apprennent pas dans les livres, mais qui s'apprennent vraiment sur le tas en passant à l'action. L'immobilier implique tout un tas de relations humaines, de conflits, de gestion d'imprévus et de prise de décisions pratiques. Donc je pense que si tu regardes cette vidéo et que tu hésites à te lancer dans le processus immobilier, sache qu'il y aura toujours des doutes, des questionnements, des remises en question, mais c'est aussi ce qui fait partie du jeu. À mon sens, le moment parfait n'existe pas et si tu attends, tu ne fais aussi que repousser le moment où tu auras peut-être un succès en immobilier. On arrive du coup à l'étape 2 du processus d'achat immobilier qui consiste en la définition de son projet. Au début, avec mon compagnon, l'idée était de trouver une maison pour en faire notre résidence principale et de se lancer dans un deuxième temps dans les investissements locatifs. Si on pensait ça, c'est parce qu'en général, les banques sont plus enclines à accorder un prêt immobilier à ceux qui commencent par acheter leur résidence principale avant de se lancer dans les investissements locatifs. En tout cas, c'est ce qu'on avait entendu dire à l'époque. On s'est donc concentré sur l'achat d'une maison dans notre secteur, idéalement proche de mon lieu de travail puisque moi je travaille en présentiel. On a passé en revue une tonne d'annonces pour affiner notre projet. Est-ce qu'on voulait une maison avec ou sans jardin, avec une terrasse,
combien de fenêtres on voulait, combien de chambres on voulait. Et en parallèle, on a aussi regardé le prix au mètre carré des biens dans les différents secteurs pour avoir une meilleure idée du marché. Et ça, je pense que c'est très important. Je m'avance un peu dans la partie suivante pour vous dire qu'après de nombreuses visites, on a finalement décidé de revoir notre projet et qu'on s'est recentré sur l'achat d'un appartement en ville plutôt que sur l'achat d'une maison pour en faire une résidence principale. C'est vraiment grâce à toutes ces recherches en amont qu'on a commencé à comprendre le marché, qu'on a compris ce qu'on voulait et qu'on a surtout déterminé les points sur lesquels on était prêt à faire des compromis. Une fois que ce gros repérage d'ensemble est fait, on peut passer du coup à la troisième étape du processus qui est de commencer les visites. La première visite, c'est souvent la plus intimidante. Alors pour être plus serein, nous on avait préparé en amont une liste avec tout un tas de questions qui reprennent le processus d'achat, les démarches administratives, les travaux à prévoir, etc. Cette liste nous a bien aidés, surtout au début, parce que ça nous a permis de paraître plus confiants aux yeux de notre interlocuteur et surtout de rien oublier. Mais au fil des visites, on a finalement réussi à la prendre par cœur et à plus du tout en avoir besoin. Au début, on savait pas trop comment réagir face à un agent immobilier ni quoi attendre de lui exactement. Et il faut savoir que par rapport à ça, j'ai été assez déçue. Pour vous expliquer un petit peu, on a fait, je pense, une quinzaine de visites et presque à chaque fois, on tombait sur un agent immobilier qui ne maîtrisait ni le bien ni le secteur en question. Et j'ai trouvé ça quand même assez surprenant, sachant qu'on parle d'acheter un bien à plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros. En tout cas, c'est pas comme acheter un meuble chez Ikea, vous voyez. En tant qu'acheteur potentiel, je pense qu'on s'attend à un certain niveau de professionnalisme et là, je dois dire que je m'attendais pas vraiment à ça. Du coup, je serais quand même assez curieuse de savoir si vous aussi, vous avez vécu des expériences similaires avec des agents immobiliers et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. J'ai pas envie de faire de généralité ici sur les agents immobiliers, c'est pas du tout l'objectif. Par contre, je pense que c'est important que je vous fasse part de mon ressenti et de tout ce que j'ai vécu, même sur les aspects, on va dire, les plus négatifs. Pour moi, ce qui est vraiment le plus important à regarder dans l'achat d'un bien immobilier, c'est la localisation. Et ça, c'est quelque chose qui est rarement bien défini dans les annonces. À mon sens, c'est bien avant ou après la visite de prendre le temps d'aller voir le quartier, de voir où sont situés les commerces, où sont les écoles, comment est le bruit aux alentours, comment est le vis-à-vis, à quelle distance sont les transports en commun, comment est l'ambiance en fait générale autour du bien, parce que tout ça, on ne pourra pas le changer. Je pense aussi que c'est très important de s'intéresser à la manière dont les quartiers sont perçus par l'opinion publique, c'est-à-dire aller peut-être demander aux commerçants aux alentours comment est le quartier. On n'a pas vraiment envie d'investir dans un quartier qui est considéré comme craignos ou comme sale. Sinon, ce sera évidemment compliqué de le louer, mais aussi compliqué de le revendre en temps voulu. À l'intérieur du bien lui-même, c'est un petit peu plus flexible parce qu'on peut envisager des travaux pour améliorer la disposition des pièces. Il y a quand même, je pense, deux points qui sont essentiels à regarder quand on visite un bien immobilier, c'est la position des murs porteurs et l'exposition. Une salle de bain, ça se rénove, mais c'est bien plus compliqué de casser un mur porteur ou de rajouter une fenêtre à son bien, sachant que pour rajouter une fenêtre, la plupart du temps, il faut demander l'accord de la mairie. Mon principal conseil du coup ici, c'est que tu identifies tout ce que tu ne peux pas modifier à l'intérieur du bien immobilier et tout ce qu'au contraire tu peux améliorer. Je pense qu'il faut que tu gardes en tête que si quelque chose te dérange dans le bien, il y a de fortes chances qu'il dérange aussi les locataires, donc sois attentif à tous ces détails. La prochaine étape du processus d'achat, c'est donc de trouver le bien pépite et de faire une offre. Pour revenir du coup à mon expérience personnelle, je vous ai dit tout à l'heure qu'après de nombreuses visites de maison, on s'était recentré sur les visites de l'appartement. À ce moment-là, on avait choisi la ville dans laquelle on voulait acheter et j'ai décidé de dessiner une carte de cette ville en notant les différents prix au mètre carré des secteurs et en identifiant les secteurs dans lesquels c'était le plus rentable d'investir. Il faut savoir que le marché de l'appartement n'est pas tout à fait le même que le marché des maisons. Les transactions immobilières vont plus vite et on peut aussi se retrouver face à des chasseurs de biens qui font qu'il est plus compliqué d'obtenir des visites. La ville dans laquelle on a choisi d'investir, c'est une ville de taille moyenne en légère croissance économique et qui surtout est située à proximité de là où on habite. Dans cette ville, on peut trouver des biens à environ 950 € du mètre carré pour les biens à rénover et on est plutôt aux alentours de 2000 € du mètre carré pour les biens qui sont déjà rénovés. On est donc situé dans un quartier où c'est relativement rentable d'investir et c'est pas le cas de toutes les villes. Je pense que pour un premier achat immobilier, je vous déconseillerais d'investir dans des grandes villes où les prix au mètre carré sont généralement trop élevés. Pour nous, le bien idéal, c'est un bien qui est situé dans un quartier qui est calme, proche des commodités, qui est bien agencé, qui présente une fenêtre dans chaque pièce et qui est traversant. On recherchait un appartement avec des travaux à faire parce qu'on avait envie de se confronter au monde de la rénovation et on avait aussi une préférence pour un petit appartement de type studio ou T2 de façon à le louer en meublé. Tout ça, ça fait beaucoup de critères, mais il faut garder en tête que le bien idéal, c'est aussi et surtout celui qui est rentable, c'est-à-dire celui qu'on pourra louer à un loyer suffisant pour couvrir l'intégralité de nos charges et rembourser notre crédit. Je ferai sûrement une autre vidéo pour vous parler des différents calculs de rentabilité qu'on a pu faire avant d'acheter. On a finalement trouvé un bien qui correspondait à peu près à ce qu'on cherchait, mis à part le fait que c'était un T4 de 70 mètres carrés et donc on n'avait pas de base prévu un si gros projet pour le premier achat. Mais compte tenu du bien et du fait qu'il était aussi bien agencé et qu'il correspondait un peu à tous nos autres critères, on a quand même décidé de se lancer et de faire une offre. En fait, en immobilier, je pense qu'il faut surtout savoir faire des compromis et là, en l'occurrence, c'est le compromis qu'on a décidé de faire. On arrive maintenant à la 5e étape du processus qui est de rechercher un prêt bancaire.
L'appartement était affiché à 69 000 € frais d'agence inclus et après négociation, on est tombé d'accord sur 61 000 € qui était, je pense, un très bon prix pour cet appartement. On n'était pas du tout ici sur le même type d'agent immobilier que ceux que je vous décrivais tout à l'heure, bien au contraire, on était face à quelqu'un qui était hyper professionnel et qui a vraiment su répondre à toutes nos questions. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait rapidement gagner sa confiance pour se démarquer par rapport aux autres candidats. Pour la première visite, on est arrivé avec un plan de financement, donc c'est un document qui nous a été remis par notre courtier et qui détaille notre capacité d'emprunt. Et je pense que ce document, il a vraiment rassuré l'agent immobilier sur notre profil et c'est peut-être aussi ça qui a fait que notre négociation de prix a été acceptée. Après ça, on est allé jusqu'à la signature du compromis chez le notaire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette étape, à part qu'on a eu connaissance de tout un tas de documents relatifs aux biens et à la copropriété. Et donc on a profité du délai de rétractation de 15 jours pour prendre connaissance de tous ces documents et vérifier surtout qu'il n'y allait pas avoir un événement qui allait vraiment nous perturber financièrement dans les années à venir. Pour la recherche de financement, on a décidé de passer par un courtier parce qu'on ne se sentait pas assez confiant nous-mêmes de démarcher les banques. Après le recul, je suis pas sûre que c'était forcément la meilleure décision qu'on ait prise. À mon sens, je pense qu'il y a deux situations dans lesquelles c'est intéressant d'aller voir un courtier. C'est soit quand on a des revenus faibles ou instables et qu'on a peur que les banques nous refusent un prêt immobilier, soit à l'inverse parce qu'on a des revenus suffisamment élevés et qu'on n'a pas vraiment envie de se prendre la tête avec le processus bancaire. Et nous, on se retrouvait finalement dans aucune de ces deux situations. Dans notre cas, on était tous les deux en CDI avec des revenus stables et on avait justement envie d'en apprendre plus sur le démarchage bancaire. Et le problème ici, c'est qu'on était face à un courtier qui nous donnait peu d'informations sur les banques qui démarchaient et sur les différents taux qu'il obtenait, même si on lui avait explicitement demandé d'avoir toutes ces informations. Et on a finalement obtenu un taux qui est, je pense, correct par rapport au taux en vigueur à l'époque de 3,85% sur 25 ans. L'avantage par contre d'être passé par un courtier, c'est qu'on a pu minimiser l'apport nécessaire. Les banques en général exigent environ 10% du prix du bien en apport, ce qui peut paraître assez élevé. Et personnellement, je préfère investir dans des supports qui sont plus rentables. Là, avec le courtier, on a réussi à mettre 4 500 € d'apport qui correspondent aux frais de garantie, aux frais bancaires, aux frais de courtage et à une partie des frais de notaire. On était donc ici largement en dessous des 10% traditionnellement exigés. Du coup, voilà, ce que je peux vous dire par rapport au courtier, c'est que ça présente des avantages et des inconvénients, mais il faut bien y réfléchir en amont parce que ça représente aussi un coût qu'il faut prendre en compte aussi dans votre calcul de rentabilité. L'étape suivante, c'est un petit peu une étape annexe, mais qui fait quand même partie de notre parcours, c'est la réalisation des travaux. On a mis environ 3 mois à réaliser l'ensemble des travaux, sachant qu'on travaillait à temps plein et qu'on devait organiser notre mariage en parallèle. Heureusement pour nous, on avait une famille qui était très disponible et qui a pu venir nous aider à différentes étapes du chantier, mais il faut savoir quand même que c'est très coûteux et très prenant. On a dû quand même faire pas mal de travaux, remplacer toutes les menuiseries, refaire la salle de bain, la cuisine, replâtrer, repeindre l'ensemble de l'appartement et changer toutes les prises électriques. Donc ça nous a pris quand même pas mal de temps. Et je pense qu'on a un petit peu sous-estimé les coûts à la fois financiers et à la fois en temps que ça représentait. On a eu plein de surprises en cours de route, mais je pense que c'est aussi ça le chantier. Tout ne se passe pas toujours comme prévu. Je vais pas trop m'étaler ici sur le sujet parce que je pense que ça mérite une vidéo à part entière, notamment pour vous parler du rapport avec les artisans, de la négociation des devis et des erreurs qu'on a pu faire dans le chantier. Ce que je retiens, c'est que même si on n'est pas très manuel de base, tout s'apprend et que c'est très gratifiant de voir le résultat final. Une fois l'étape de travaux terminée, on a pu passer à la dernière étape du processus qui est la mise en location. Pour cette étape, on a décidé de ne pas passer par une agence et de faire ce travail nous-mêmes. On a donc posté une annonce sur un site et au bout de 3 jours, grosse surprise, on a reçu plus d'une centaine de dossiers. C'est à la fois impressionnant mais aussi déstabilisant de se rendre compte que toutes ces personnes recherchent un logement et que malheureusement on ne pourra choisir qu'un seul locataire. Ça m'a fait réaliser à quel point faire de l'immobilier c'est aussi faire de l'humain et que c'est pas toujours facile de prendre une décision quand on sait que chaque dossier représente en fait une histoire. Côté chiffres, il faut savoir qu'on a un crédit à rembourser de 445 € auquel il faut rajouter tout un tas de charges comme les charges de copro, la taxe foncière, les impôts ou encore les assurances. Pour cet appartement, on a décidé de signer une convention avec l'ANA dans le cadre du dispositif Loc Avantage. Donc ce que ça permet, c'est une réduction d'impôts à condition de plafonner les loyers et de veiller à sélectionner des locataires avec des revenus modestes. On a donc décidé de fixer le loyer à 600 € plus 90 € de charges, ce qui permet d'avoir un bien qui s'autofinance sans pour autant générer un gros cash flow. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 1 mois que l'appartement est loué et je suis plutôt satisfaite des locataires qu'on a trouvés. Je vous parlerai, je pense, dans une autre vidéo de ma stratégie immobilière pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire et que tout dépend du bien que tu trouves et de tes objectifs de vie. Pour conclure cette vidéo, je tenais à dire que c'était une expérience super formatrice et qui m'a beaucoup motivée à continuer les investissements immobiliers. Je suis super contente d'avoir su mener à bien ce projet, sachant que tout ne s'est pas passé comme prévu, mais je pense que c'est normal. En immobilier, à mon avis, il faut s'attendre à avoir de l'imprévu.
mais ça veut pas forcément dire qu'à la fin, t'auras pas un bien qui est rentable. Pour te donner un peu une idée de la temporalité, parce que j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo, on a commencé les visites en janvier 2024 avec un rythme assez soutenu de plusieurs visites par semaine. On a finalement trouvé notre bien en février dernier, soit 1 mois et demi après qu'on ait commencé les recherches. On entend souvent dire que cette étape de recherche peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Moi, je pense que c'est pas forcément vrai et que ça dépend surtout de ton secteur et de ta motivation. Plus tu visites, forcément, plus t'augmentes tes chances de trouver un bien rapidement. Attention quand même à pas se précipiter parce qu'on parle d'un bien dans lequel on s'engage pour plusieurs années, donc évidemment on n'a pas envie d'acheter n'importe quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur le processus d'achat et motivé à te lancer. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire ou à me poser des questions, en tout cas je serais ravie d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, si mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.